Comme le ministre de l'Intérieur arrive, ils disent on va désarmer la police nationale. Non mais moi je vous le dis, 90% des policiers ils vont partir. Parce qu'à un moment, c'est pas possible. On est dans une société, on n'est pas dans le monde à oui-oui, quoi. On se défend pas avec des bonbons et des barbes à papa. La colère du peuple peut entraîner des débordements sur la voie publique à travers des manifestations qui sont récupérées souvent, il faut le dire, par des réseaux d'extrême gauche et qui peuvent semer le chaos dans les centres-villes, des grandes villes ou même des villes plus moyennes. Je vous avoue que c'est assez inquiétant parce qu'on est dans une espèce de radicalisation. Et la radicalisation que je vous expliquais tout à l'heure à travers les manifestations que l'on voit, je me rends compte que la radicalisation politique est aussi en train de se mettre en place. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour NTD. Vous êtes délégué national UNSA Police, vous intervenez dans différents médias et aujourd'hui on va aborder ensemble certains défis actuels au niveau de la sécurité, notamment la guerre en Iran. Donc on voit qu'il y a une forte tension en France du fait donc, de la hausse des tarifs à la pompe et les économistes s'alarment sur une situation qui pourrait durer plusieurs mois. Est-ce que vous identifiez des risques au niveau de la paix civile s'il y avait par exemple de fortes mobilisations ou un scénario comme les Gilets jaunes, le retour des Gilets jaunes? Oui, en fait, il y a deux gros risques. Le premier risque qu'engendre une guerre en États-Unis-Iran, c'est des attentats terroristes qui peuvent être menés en France. Je crois que la République islamique d'Iran l'a dit, il est possible qu'il y ait des attentats sur le territoire européen, et ça, les policiers français sont particulièrement en éveil là-dessus. On a tous les services de renseignement qui travaillent d'arrache-pied, les services de sécurité intérieure, et puis aussi les services de voie publique. Évidemment qu'on a été fortement frappé sur les 15 dernières années par des attentats islamistes, donc il est évident qu'on peut être de nouveau les cibles d'attentats islamistes. Donc la première difficulté, c'est ça, c'est essayer d'éviter tout risque d'attentat en France. Tous les services de police sont mobilisés là-dessus et franchement on travaille d'arrache-pied pour éviter déjà cette première énorme difficulté. Effectivement, la deuxième, comme vous l'avez très bien dit, c'est que les prix de l'essence, on peut s'en rendre compte, parce que quand on est flic, on met l'essence aussi pour se déplacer. On se rend compte que ce qu'on payait 1,80 € il y a quelques temps, on le paye aujourd'hui 2,30 €. Donc 50 centimes de plus le litre, ça pose des difficultés. Ça pose des difficultés au policier, qui est un citoyen lambda quand il ne travaille pas en service, mais ça pose une difficulté et un gros problème de pouvoir d'achat à tous les Français qui utilisent la voiture dans ce pays pour aller travailler ou pour autre chose. Donc effectivement, on peut avoir un sentiment de colère qui peut se développer dans le peuple de France. Et à ce moment-là, est-ce que ça va entraîner des rassemblements, des manifestations, peut-être poussées par certains partis politiques qui n'attendent qu'une chose, c'est le chaos, de semer le chaos en France. Donc ça, c'est un deuxième écueil que sur lequel les policiers doivent être particulièrement vigilants, parce que la mécontentement et la colère du peuple peut entraîner des débordements sur la voie publique à travers des manifestations qui sont récupérées souvent, il faut le dire, par des réseaux d'extrême gauche et qui peuvent semer le chaos dans les centres-villes, des grandes villes ou même des villes plus moyennes. Est-ce qu'il y a des consignes particulières peut-être données par les préfectures pour l'encadrement des manifestations? Est-ce que vous avez rencontré des situations qui débordaient au cours des récentes manifestations? Aujourd'hui, pas encore, puisqu'on n'a pas encore eu de grosses manifestations qui sont dues au prix du litre d'essence. Donc, on n'a pas encore été touché. On a été touché il y a quelques années, je ne sais plus, c'était en 2018 ou 2019, je crois, par les Gilets jaunes, effectivement, où là, on avait des manifestations incroyables, extrêmement difficiles à gérer, qui se déroulaient dans tous les centres-villes, de grandes villes de France. Et c'était particulièrement compliqué pour les policiers de gérer ces problèmes-là. Vous savez, quand vous avez une manifestation où il y a une colère de tout le peuple, parce que l'essence, elle touche tout le monde, et qu'elle est récupérée par des professionnels du chaos, par des professionnels des émeutes dans les villes, à savoir certaines franges d'extrême gauche, il est évident que ça peut créer des troubles très importants à l'ordre public. Et là, les policiers doivent intervenir, alors souvent avec difficulté, parce que vous savez qu'aujourd'hui tout est filmé.
quand ça casse partout, et on l'a vu à travers les violences urbaines de 2023, mais aussi les gilets jaunes de 2018, on a vu que chaque fois qu'il y avait des coups portés par un policier, il y avait des caméras qui sortaient partout, des téléphones. Les policiers sont souvent mis en difficulté suite à ça. Donc il faut arriver à intervenir et remettre de l'ordre devant une situation de chaos, sans créer de désordre ou de violence policière illégitime. Bien sûr qu'on a droit aux violences légitimes, mais parfois, quand vous avez des scènes de chaos et de pillage dans les centres-villes, parfois vous êtes obligé d'intervenir un peu plus, avec un peu plus de virulence que ce que vous le faites habituellement. Donc, il va falloir être vigilant. On peut avoir des situations compliquées, il faut juste espérer que la situation s'améliore dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une nouvelle forme de violence politique aujourd'hui avec donc les partis qui récupèrent certains mouvements, certaines colères ou certaines idées sur les réseaux sociaux et qui peut-être les poussent dans la rue? Comment ça se passe? Comment vous surveillez tout ça? Vous savez, on a des renseignements territoriaux, hein, des renseignements généraux, les renseignements de sécurité intérieure. Ils vous alertent sur ces... Évidemment, ils alertent le ministre, ils alertent les préfets sur les phénomènes qui peuvent se passer. Vous avez raison de dire qu'on a une colère légitime qui est récupérée par des groupes de manière illégitime. Et c'est ça qui crée la difficulté. Parce que quand vous avez une manifestation, sur les manifestations du 1er mai par exemple, à Paris très régulièrement, où vous avez des gens qui manifestent de manière entourés par les syndicats, parce qu'en général quand il y a les syndicats qui entourent ça, ça se passe extrêmement bien, et que tout d'un coup vous avez à l'arrivée de 300, 400, 500 Black Blocs. C'est très compliqué à arrêter ça. Et là, à ce moment-là, vous avez des individus qui souvent ne font pas grand-chose dans la vie, qui vivent souvent des prestations sociales, hein, ou qui viennent parfois de l'étranger. On a souvent des Black Blocs qui viennent de pays limitrophes à la France et qui viennent semer le chaos et le désordre au milieu de gens qui, eux, veulent juste manifester pour des conditions de travail qui s'améliorent et pour des raisons légitimes. C'est ça qui est extrêmement difficile à gérer et c'est ça que les policiers doivent gérer au quotidien. Alors souvent, ils prennent en otage ces organisations syndicales-là qui font un travail remarquable pour essayer d'encadrer ces manifestations. Ces individus arrivent au milieu, se faufilent au milieu de la manifestation et commencent à s'en prendre aux forces de l'ordre par des jets de projectiles, par des violences commises à l'encontre des forces de l'ordre, par des objets qui brûlent sur la voie publique, par tout un tas de faits délictuels. Et ensuite, bien sûr, ça dégénère complètement. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est à faire dégénérer. C'est à faire dégénérer ces manifestations pour qu'il y ait des scènes de guerre, j'insiste, dans les rues des villes françaises et pour légitimer leur combat qui est totalement illégitime aux yeux d'une énorme majorité de Français. C'est intéressant parce qu'au moment des Gilets jaunes, on parlait de tentatives de manipulation. On a entendu par exemple qu'il y a eu des enquêtes aux États-Unis qui montraient que certains manifestants étaient payés par des fonds, des lobbies ou quoi pour manifester. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un noyautage des manifestations au milieu de toute cette récupération politique? C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Oui, il y a un noyautage. Alors, parfois, ça peut être poussé par certains partis politiques, mais il y a un noyautage de ces groupuscules, parce que c'est des groupuscules qui sont surveillés par les renseignements français, territoriaux. Ils sont surveillés, ce qu'on appelle les antifas, ce qu'on appelle ces gens extrémistes qui parfois noyautent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des manifestations totalement encadrées, totalement déclarées et encadrées par les organisations syndicales. Et une fois qu'elles sont rentrées dans ces manifestations, c'est très compliqué de faire la part des choses. Parce que quand vous avez des individus qui se mêlent à des centaines d'autres individus et qui commencent à s'en prendre en force de l'ordre, c'est très difficile d'identifier précisément la personne. Alors on a des moyens aujourd'hui avec les drones, avec les caméras de vidéoprotection qui nous permettent souvent d'identifier ces individus. Mais vous savez, ils ne sont pas fous non plus, ils arrivent tous habillés de la même manière, ils sont en noir, ils mettent des cagoules pour éviter qu'on les reconnaisse et ils sont surtout extrêmement mobiles et extrêmement entraînés à ça. Donc les forces de l'ordre sont soumis à des réelles difficultés face à ces individus quand on a beaucoup de manifestants et que beaucoup de ces Black Blocs intègrent ces défilés pour semer le désordre et le chaos. On a assisté à des scènes d'intimidation donc, à la suite des résultats des municipales où certains maires sont sortis de leur mairie. Enfin, il y avait des scènes d'intimidation.
notamment il y a un maire dans les Côtes-d'Armor qui a démissionné des suites des actes de violence qui avaient lieu dans sa ville. Est-ce qu'aujourd'hui on assiste à une montée progressive de ces violences qu'on ne voyait pas forcément avant, qui sont liées peut-être justement à des groupuscules? Comment est-ce qu'on est face à une situation nouvelle? Évidemment, moi j'avais jamais vu ça, hein, j'ai 51 ans, j'ai 31 ans de service dans la police. J'avais jamais vu que des maires qui avaient été élus de manière démocratique, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, les maires ont été élus de manière démocratique. Mais pourquoi insulter, pourquoi menacer l'ancien maire qui quitte sa mairie? C'est assez nouveau comme phénomène, ça je vous l'accorde. On a été assez désemparés face à ça parce que, vous savez, les policiers, nous, ce qu'on veut éviter, c'est les violences. Et effectivement, les violences verbales peuvent être aussi considérées comme des violences. C'était assez choquant de voir ces images, je le reconnais, à travers les écrans de télé, à travers les diffusions qui ont été faites par les médias nationaux. On voit souvent aussi des collègues de la police municipale qui encadrent le maire pour le sortir de la mairie. C'est du jamais vu non plus, ça, hein, où le maire se fait insulter, se fait menacer, se fait presque cracher dessus. Et on voit ces policiers municipaux qui doivent encadrer le maire qui a été là pendant 6 ans, 12 ans, 18 ans, je ne sais moi, pour sortir de sa propre mairie. Oui, je vous avoue que c'est assez inquiétant parce qu'on est dans une espèce de radicalisation. Et la radicalisation que je vous expliquais tout à l'heure à travers les manifestations que l'on voit, je me rends compte que la radicalisation politique est aussi en train de se mettre en place à travers des mairies où des maires ont été élus démocratiquement, hein, par la voie des urnes. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais pourquoi s'en prendre aux anciens maires et pourquoi les menacer de la sorte? Vous avez expliqué, alors je n'étais pas au courant du fait, mais vous avez expliqué ce maire de Côtes-d'Armor qui a été obligé de démissionner derrière, probablement par rapport aux menaces qu'il a subies. Évidemment, vous savez, quand vous êtes un homme ou une femme, que vous engagez pour devenir maire d'une commune, c'est pas pour que toute votre famille soit menacée et pour que vous soyez blessé physiquement. Non, vous êtes là pour améliorer le quotidien de vos administrés. Vous n'êtes pas là pour subir des violences et des insultes à longueur de journée. Et d'ailleurs, dans une interview donnée au JDD, le vice-président de l'Association des maires de France a expliqué que le quotidien des maires était de plus en plus difficile. Est-ce que vous ressentez ce phénomène? Je ne sais plus quel politique disait que le maire, c'est le plus beau des mandats, mais c'est le mandat le plus difficile. Pourquoi? Parce que vous êtes à portée d'engueulade. En fait, le maire, il est connu de toute la ville. Il est connu de tous ses administrés. Et comme les administrés le connaissent, c'est à lui qu'ils vont se plaindre. Parfois, ils vont se plaindre de compétences qui ne lui sont pas dues, mais ils vont se plaindre à celui qu'ils connaissent, à savoir le maire. Donc, c'est probablement le plus beau des mandats, mais aussi le plus difficile des mandats. Après, comment gérer ces phénomènes nouveaux? On va gérer au coup par coup, on va espérer pouvoir endiguer. En tout cas, moi je pense que quand il y a des menaces importantes, quand il y a éventuellement des violences, il faut que les individus soient interpellés, il faut qu'ils soient présentés à la justice. Parce que si on est laxiste vis-à-vis de ce genre d'individus, évidemment que ça va se développer, évidemment qu'il va y en avoir encore plus. Donc moi je crois que la police doit interpeller et les magistrats doivent sanctionner durement parce que quand vous avez un mandat politique, quand vous mettez votre temps au profit de vos administrés, c'est pas pour vous faire insulter quand vous partez ou vous faire menacer de mort ou même devoir quitter la ville parce que vous ne pouvez plus vivre dans cette ville-là. Moi, je crois que là-dessus, il faut être extrêmement dur, extrêmement ferme, de manière à ce que ce qu'on a pu voir dans certaines mairies-là, ça ne se reproduise pas. Alors là encore, les policiers municipaux, de ce que j'ai pu voir, ils étaient encore armés, mais j'ai appris aussi qu'il y a des maires qui veulent désarmer leur police municipale. Bon, on est à l'encontre de ce qu'on vit dans cette société, hein. Ne nous voilons pas la face, hein. Aujourd'hui, on a une société de plus en plus violente. On a des polices municipales qui prennent beaucoup d'ampleur. Les policiers municipaux font un travail remarquable dans la quasi-totalité des villes de France. Et aujourd'hui, on a des maires qui arrivent au pouvoir et qui font des promesses en désarmant ces policiers municipaux. Mais il faut bien comprendre que dans police municipale, il y a policiers. Un policier, il est là pour aider à la paix publique, à rétablir la paix publique. Et aujourd'hui, avec les armes qu'on voit de l'autre côté, chez les délinquants, c'est inimaginable qu'un policier ne soit pas armé vis-à-vis d'eux.
Donc quand je vois ce genre de phénomène, je suis quand même extrêmement inquiet pour la corporation de police municipale parce que ça ne donne pas envie en tout cas d'aller travailler dans une municipalité où le maire déclare qu'il va retirer les armes aux policiers municipaux. Vous faites référence à la ville de Saint-Denis. Saint-Denis. Ouais, Saint-Denis, c'est extrêmement choquant. Alors, c'est probablement du clientélisme, des promesses de campagne. Hein, c'est probablement ça. Mais franchement, moi, si j'étais policier municipal à Saint-Denis, je vous dis la vérité, je me sentirais plus très à l'aise. Et puis, je vous donne un exemple. Imaginez qu'un ministre de l'Intérieur arrive, ils disent on va désarmer la police nationale. Non, mais moi, je vous le dis, 90% des policiers, ils vont partir. Parce qu'à un moment, c'est pas possible. On est dans une société, on n'est pas dans le monde à oui-oui, quoi. On se défend pas avec des bonbons et des barbes à papa. On est obligé aujourd'hui de se défendre avec des armes létales et des armes non létales. On a des tasers, on a des bâtons de défense et on a aussi une arme de poing parce que face à nous, on a des individus qui jettent des cocktails Molotov, on a des individus qui tirent à la Kalachnikov, qui tirent à l'arme de poing, à l'arme de guerre et qui s'en prennent, on le voit très régulièrement, au commissariat de police, aux casernes de gendarmerie, aux casernes de pompiers et qu'il faut bien qu'on ait quand même une autorité de l'État qui s'applique et cette autorité de l'État, c'est la police, mais la police nationale d'un côté, mais aussi les polices municipales qui nous aident énormément dans ce genre de phénomène. Et on a besoin d'avoir des policiers municipaux qui soient armés à la hauteur du danger des individus qu'on a en face. Oui, il y avait plusieurs dizaines de policiers qui ont annoncé vouloir quitter Saint-Denis justement suite à ça. Et on se dit, mais que deviendrait une ville sans les policiers? On voit l'exemple des États-Unis où ça a été terrible. Il y a eu des enclaves. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une situation d'enclave tenue peut-être par des narcotrafiquants? Bon, c'est des... Vous savez, moi j'ai toujours défendu le fait qu'en France, il n'y avait pas de zone de non-droit. Parce qu'une zone de non-droit, ça veut dire que la police ne rentre plus. Moi, ça fait 31 ans, j'habite Marseille. Marseille, c'est pas quand même la ville la plus sympatoche en France au niveau sécurité. C'est peut-être une des plus belles villes de France, mais en termes de sécurité, on est quand même souvent à la pointe. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que les flics marseillais rentrent dans toutes les cités. Maintenant, c'est vrai que dans certaines cités, c'est compliqué. C'est difficile. Et on n'est pas reçu avec des bonjours. On est reçu souvent avec des jets de projectiles, avec des insultes, etc. Mais on continue à rentrer. Ça implique que ce n'est pas des zones de non-droit. Aujourd'hui, si vous demandez, parfois c'est la police nationale, parfois c'est la police municipale, mais si aujourd'hui vous désarmez ces policiers municipaux et que vous leur demandez de rentrer dans ces cités, mais vous vous rendez compte comment vous rendez forts ces individus? Ils savent que déjà quand on est armé, c'est pas facile. Mais s'ils savent que vous êtes désarmé, mais psychologiquement, c'est encore plus compliqué pour les policiers et encore plus facile pour ces voyous qui, eux, veulent créer des territoires, des zones de non-droit, parce qu'ils veulent pouvoir vendre leurs stupéfiants tranquillement, sans être embêtés par les contrôles de police. Donc, on va à l'encontre de l'évolution de la société. On est dans une évolution difficile, violente, et en agissant, quand je vois certains maires agir comme ça, en supprimant les armes aux policiers municipaux, franchement, je suis inquiet pour la société et je suis inquiet pour ces policiers qui vont devoir travailler dans ces secteurs-là. Sur un autre sujet, qu'est-ce que vous pensez donc de la controverse autour des récents propos de Laurent Nunez qui s'est exprimé à la Grande Mosquée de Paris en expliquant qu'il affirmait son opposition à l'interdiction du voile chez les mineurs? Alors moi, je n'ai pas d'avis politique à donner sur Laurent Nunez, c'est un ministre de l'Intérieur, franchement, qui connaît très bien la police. Je l'ai déjà rencontré, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la police. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une loi. Il y a une loi aujourd'hui en France pour l'interdiction du port du voile intégral sur la voie publique. Cette loi, elle a été votée, plus précisément, je crois que c'était 2010 ou 2013, je ne me rappelle plus. Et cette loi, elle est difficile à mettre en application. Elle est difficile parce que quand elle est écrite sur un papier, c'est une chose. Vous savez, vous avez des énarques, des gens qui sont dans des bureaux, qui écrivent des lois formidables, ils sont contents de les vendre. Sauf que quand vous êtes policier sur le terrain, la mettre en application, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand vous allez contrôler une personne, souvent une femme d'ailleurs, qui est voilée intégralement, je peux vous dire que c'est très compliqué. Alors déjà, c'est une contravention, hein, ce n'est pas une interpellation avec une garde à vue, pas du tout, c'est une contravention. Et verbaliser ce genre de personnes, ça amène tout de suite beaucoup de monde autour. Ça amène énormément d'individus qui s'en prennent à des policiers, qui nous traitent de tous les noms, vous imaginez lesquels, hein, fascistes, racistes, etc., alors qu'on est juste là pour faire appliquer une loi. Et
Et on a beaucoup de mal à la mettre en application. Ça, c'est une réalité de terrain que je vous donne. C'est une réalité absolue. C'est-à-dire que les policiers, quand ils ont verbalisé 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, et que chaque fois, il y a des difficultés, il y a des prises de tête, il y a des embrouilles, il y a des individus qui s'en prennent à vous, etc. Ben, la 10e fois, vous dites, après tout, c'est une contravention, et je vais encore me faire chier, pardon de l'expression, pour verbaliser une femme qui peut-être ne la payera pas, cette contravention. C'est difficile. On est dans un système difficile, voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut l'accepter parce que il y a un potentiel danger aussi quand vous avez une personne qui est totalement voilée en face de vous. Parce que ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme qui peut commettre un attentat. Donc moi je suis pour qu'il y ait une exécution de cette loi parce que franchement, on ne peut pas laisser des gens entièrement voilés sur la voie publique en France, c'est pas possible. On doit voir la personne qu'on a en face de nous. C'est pas possible autrement. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi qui existe, mais elle est extrêmement difficile à mettre en application. Et je crois d'ailleurs qu'il y a très peu de contraventions en 2026 qui remontent pour ce genre de contravention. Il y a aussi un autre point sur lequel Laurent Nunez fait la une en ce moment. Il a expliqué la semaine dernière au préfet qu'il était pour un assouplissement des règles autour de la naturalisation et pour enlever les limites à la régularisation des sans-papiers, donc des limites qui étaient posées par son prédécesseur, donc Bruno Retailleau. Et il y avait donc une sorte de confusion autour de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Est-ce que vous ressentez aussi cette réalité-là ? Là encore, je ne vais pas faire un commentaire politique, je fais un commentaire de policier de terrain. Effectivement, aujourd'hui, on a énormément, alors là je parle de Marseille, je peux en parler très facilement pour Marseille, mais c'est partout en France, on a énormément d'individus qui n'ont pas le droit d'être en France et qui sont sans papier. On en a énormément. Il faut savoir que quand on interpelle un individu comme ça, il est placé souvent au centre de rétention administratif. Et les centres de rétention administratif, en France, vous avez un certain nombre de places, et quand les places, elles sont toutes occupées, vous ne pouvez plus les mettre. Donc, vous êtes obligé de relâcher les individus puisque vous n'avez pas de place pour les mettre. On n'a pas le droit de les mettre en prison. Ils sont juste là parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc, vous ne pouvez plus les mettre, donc vous ne faites plus ce genre de procédure parce qu'il n'y a plus de place. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a aussi une vraie difficulté avec ces fameux individus sans papier qui ont une obligation de quitter les territoires français. On parle bien d'obligation. Et je crois que les derniers chiffres en France, c'est 10% qui sont exécutés. Donc, on se retrouve avec un nombre de difficultés gigantesques, le nombre de places en centre de rétention, le nombre d'étrangers qui rentrent en situation régulière et le nombre d'individus qu'on interpelle qui font l'objet d'une obligation de quitter les territoires français et qu'on ne peut pas renvoyer chez eux parce que les pays, une fois qu'on a identifié le pays, parce que ce n'est pas toujours facile d'identifier le pays, mais une fois qu'on a identifié le pays, il y a certains pays qui refusent de les recevoir chez eux. Donc on est bien obligé de les garder sur notre territoire. Donc on se retrouve devant un nombre incalculable de difficultés, et je rajouterai à celle-ci que vous avez certains métiers en tension en France, je pense, parce que j'ai un ami à Marseille qui a ça, qui est boucher, et il cherche depuis presque un an un boucher. Le seul boucher qu'il a pu trouver, c'est un boucher qui est d'origine algérienne, et qui lui ne peut pas rentrer sur le territoire français, parce que justement, il y a des décrets qui avaient été pris par M. Retailleau. Donc du coup, il se retrouve en difficulté dans sa boîte parce qu'il n'a pas le boucher dont il a besoin pour le faire travailler. Donc en fait, c'est extrêmement complexe. Il ne faut pas prendre ce dossier-là d'une manière très simpliste. Bien sûr qu'on se dit, ouais, c'est pénible. Moi, je pense que quand il y a un individu qui commet des crimes et des délits en France, qui n'a pas de papier, il faut être intransigeant. Il faut le renvoyer systématiquement dans son pays d'origine, peu importe l'origine où il est. Mais on a aussi des gens qui sont sans papier, qui sont là pour travailler, et qui, du fait qu'ils soient sans papier, ne peuvent pas travailler, ou ils ne peuvent pas rentrer dans le pays alors qu'ils pourraient avoir un contrat de travail, et du coup on se retrouve avec plein de métiers en difficulté, parce que ces individus ne peuvent pas rentrer. Donc c'est une situation extrêmement complexe, et souvent on a au milieu les policiers, parce qu'on se retrouve dans la rue avec des individus qui n'ont pas de papier, alors certains veulent travailler, certains c'est des délinquants. Bon, il faut arriver à faire la part des choses, et j'espère qu'on arrivera à le faire à travers nos politiques, parce qu'in fine, il n'y a qu'une personne qui peut le faire, ce sont les politiques. Les présidentielles, c'est dans un an maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous suggéreriez pour améliorer peut-être les conditions de travail des policiers, ou quelque chose qui pourrait rendre la situation en France meilleure du point de vue sécuritaire ? Moi, vous savez, je crois qu'un pays, il est grand
quand il met dans de très bonnes conditions sa dernière digue républicaine. Sa dernière digue républicaine, c'est qui? C'est les pompiers, c'est les policiers, c'est les gendarmes, c'est les infirmiers. Les médecins aussi. Et si ces gens-là, si ces personnes-là, qui représentent aujourd'hui la dernière digue républicaine, si cette digue, elle saute, le pays saute. Et si ces gens-là, ils n'ont pas les conditions de travail suffisamment bonnes pour continuer à travailler là-dedans, on n'a jamais vu autant de démissions dans la police. Jamais. On n'a jamais vu autant de collègues qui partaient en disponibilité ou en détachement ailleurs. Jamais on a vu ça depuis 5 ans. Eh bien, moi, je pense que ça, c'est une priorité nationale. Je pense que nos pompiers, nos infirmières, nos policiers, nos gendarmes, nos professeurs, il faut qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour renforcer cette dernière digue républicaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ça, il n'y a plus de pays. Si vous faites sauter cette dernière digue, il n'y a plus de pays. Donc moi, j'espère que tous les candidats à la présidentielle prendront en compte ça. Prendront en compte le mal-être des policiers, le mal-être des infirmières, le mal-être des professeurs, le mal-être des pompiers. Parce que c'est eux qui seront là quand le peuple a besoin de secours. C'est eux qui sont là quand le peuple a besoin de se faire soigner. C'est eux qui sont là quand un individu commet un cambriolage ou vole le sac d'une mamie. Ces gens-là, il faut les placer au-dessus de tout. Et j'espère que dans les programmes politiques des différents candidats, on aura cela. On en est là, selon vous, enfin, on est vraiment en train de parler d'une digue qui est en train de s'éroder, de s'effriter, avec plus rien derrière? Évidemment, qui pouvez-vous mettre j'ai oublié de citer les militaires, mais pareil, les militaires, les pompiers, les policiers, il y a qui après eux? C'est-à-dire que vous pensez qu'on fait peut-être potentiellement face à une situation de chaos qui pourrait s'amorcer au fil des mois? Vous voyez bien qu'il y a des partis qui cherchent le chaos. On le sent aujourd'hui. Il y a des partis politiques qui cherchent le chaos. Ça, c'est une réalité. C'est une certitude. On le voit à travers les manifestations. Moi, je faisais des manifestations il y a 10 ans. C'était encadré par la CGT, par FO, par UMSA. Ça se passait très bien. On avait rarement des débordements, voire jamais. Et aujourd'hui, même ces organisations-là ont du mal à cadenasser. Ils ont des équipes de sécurité, mais ils ont du mal à cadenasser ça. C'est pas normal, ça. Quand on voit qu'on en arrive à ça, quand on voit que sur chaque événement, on a eu il n'y a pas très longtemps à Marseille, pardon de prendre l'exemple de la ville que je connais le mieux, on a eu il n'y a pas très longtemps un carnaval. Un carnaval, c'est sympa un carnaval. C'est un dimanche après-midi, les familles viennent, les enfants sont déguisés. On sait qu'à chaque fin de carnaval, on est obligé de prendre un arrêté. La préfète de police la préfète déléguée à la sécurité, est obligée de prendre un arrêté pour que plus personne ne soit dans les rues à partir de 19h à l'issue de ce carnaval. Et on sait que quoi qu'il arrive, jusqu'à 2h du matin, les policiers vont se battre avec des individus. Alors ils vont se battre, ils vont se jeter des cocktails Molotov, on va répondre avec le lacrymogène. On le sait. C'est pas normal ça quand même. On parle d'un carnaval. Un carnaval pour amuser les administrés de la ville, pour amuser les Marseillais, pour amuser les familles. Eh bien, chaque année, il y a de la casse, il y a des interpellations, il y a des policiers blessés. Ça veut dire que ça s'est radicalisé. On en est à un point où ça s'est radicalisé. Et ça, c'est plus audible. Et qui peut arrêter cette radicalisation-là? Le soir du carnaval, c'est qui tournait dans les rues de Marseille? C'était les policiers et les pompiers. Et personne d'autre. S'il n'y a plus les policiers et les pompiers, parce qu'ils ne veulent plus faire ce métier, parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce métier, parce qu'ils en ont marre de faire ce métier, vous envoyez qui derrière? L'armée. Bon, je crois que ce n'est pas le rôle de l'armée aujourd'hui. Vous avez raison de répondre ça, mais ce n'est pas le rôle de l'armée. Donc aujourd'hui, l'armée, elle est suffisamment employée, et on a une armée formidable en France, elle est suffisamment employée sur l'étranger. C'est leur rôle à eux. L'armée, c'est ça qu'ils doivent faire. C'est des conneries, les politiques qui disent qu'il faut mettre l'armée dans les villes. C'est des conneries monumentales. Ils ne comprennent rien quand ils disent ce genre de choses. La police, elle peut gérer. La gendarmerie, elle peut gérer. Il faut juste donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent gérer. Mais si vous mettez l'armée, l'armée, ils ne vont pas mieux gérer que les flics. Ça va être même peut-être moins bien géré. Parce que ce n'est pas des professionnels de la voie publique, de ces villes intramuros.
L'armée, ils sont là, quand on a des problèmes au Mali, ils y vont, quand il y a des problèmes en Iran, ils y vont. Voilà, c'est ça le rôle des militaires. C'est pas le rôle d'aller dans une cité où ça vend du trafic de stupes pour établir l'ordre. Non, c'est pas le rôle. Ce rôle-là, il est dévolu aux policiers, aux gendarmes et aux policiers municipaux dont on parlait tout à l'heure. Et d'après vous, il y a peut-être un nouveau risque d'émeute prochainement il n'y a pas plus de risques qu'hier et moins de risques demain. En fait, vous savez, en France, aujourd'hui, tout peut basculer sur une toute petite étincelle. On a eu l'affaire Naël, on a eu des déclarations politiques qui ont semé le trouble, et boum, c'est parti pendant 6 jours. Je vous dis, 6 jours, moi j'étais à Marseille à ce moment-là, c'était la guerre atomique, hein. Je vous le dis, c'était la guerre. 480 commerces du centre-ville, pillés en totalité. Ils ont volé les cintres des magasins d'habits. Ils volaient les cintres, il ne restait plus rien. 480 commerces pillés entièrement. On avait des groupes d'individus, j'appelais ça des hordes sauvages, qui se constituaient en 50-60, qui étaient dans beaucoup d'endroits de la ville pour piller. On était dans une situation de quasi-guerre civile. Tout simplement pour un événement. Donc aujourd'hui, tout peut s'enclencher très très vite. C'est ça le danger que nous avons en France, c'est que tout peut aller très 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 vite. Merci beaucoup Rudy Mena d'avoir accepté notre invitation. Merci.